l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Nous sommes cette semaine encore au Luxembourg, à l'Institut Pierre Werner, un centre culturel créé en 2003 à l'initiative des gouvernements allemands, français et luxembourgeois. Il œuvre au partage des idées et encourage la réflexion multilatérale sur l'Europe dans l'esprit de Kolpar, hérité de l'industriel luxembourgeois Émile Meyrich. Alors Abel Quentin, déjà bonjour. Bonjour Emma. Nous avions abordé la semaine dernière la genèse de votre parcours d'écrivain et de l'écriture de Cabane, paru aux éditions de l'Observatoire en 2024. Cette semaine, nous allons continuer de nous questionner autour de ce livre et de cette idée qu'il traverse. Et si l'effondrement n'était plus une hypothèse, mais déjà notre condition, et pouvons-nous nous en sortir ? Alors comment écrire la catastrophe quand elle est déjà là ? Qu'est-ce qu'il reste à espérer ou même à désirer quand l'effondrement devient notre horizon ? On va donc prolonger notre conversation de la semaine dernière, mais pour commencer ce second épisode, je vais lire un extrait de Cabane. « Il n'y a rien de plus monstrueux qu'une fonction exponentielle, poursuivit le maître. Or, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes entrés dans une ère de croissance exponentielle. Mais nous ne nous en inquiétons pas, pour une raison très simple. Le bon sens ne craint pas ce qu'il ne peut pas se représenter. La seule chose qui nous intéresse, c'est de constater que l'humanité s'enrichit, qu'elle a, en moyenne, la vie plus douce qu'avant. Et cependant, la planète a une surface limitée, avec des ressources limitées. Les limites naturelles sont comme un plafond qu'on ne peut pas crever. Disons qu'on peut le faire, mais pas longtemps, et surtout pas impunément. Oh, je sais ce que vous dites, j'aurais mieux fait de rester au plumard. Si le père Stoddard nous a fait lever pour nous expliquer qu'il existe des limites naturelles aux activités humaines, il se paie bien de nos têtes. Des philosophes l'ont déjà dit 100 fois. Réfléchissez, pourtant. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce qui vous paraît une évidence n'inquiète pas grand monde. Je dirais même qu'à part quelques-uns de vos petits copains aux cheveux longs, tout le monde s'en fout. Ici même, au 5e étage de notre glorieux Evans Hall, dans le département d'économie où l'on se vante de traiter des questions très sérieuses et très importantes, ça n'a pas l'air de préoccuper mes collègues. Pourquoi ? Parce que nos braves économistes ont décidé, quelque part au XIXe siècle, que les ressources naturelles étaient inépuisables. Ces gens-là pensaient que la nature était, comment dire, un plateau de jeu de société. Un espace théorique qui ne peut pas être altéré. Voilà, c'est ça. Or, la nature n'est pas un espace théorique. Elle n'est pas non plus un magasin dans lequel on peut puiser éternellement et qui serait réapprovisionné à l'infini. C'est une putain de planète, ronde, comme une boule à facettes, d'une superficie qu'on ne pourra jamais augmenter. 540 millions de kilomètres carrés, dont 249 millions de planchers de vaches, pas un de plus. Il laissa un silence, mais ses mots continuaient de travailler. Je ne suis pas le premier à penser que nous allons au-devant de très graves problèmes. De l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, peut-être. Seulement, personne n'a jamais pu le démontrer. Scientifiquement, je veux dire. C'est ce que je vous propose de faire. Donc cet extrait de Cabane, il pose les enjeux de la tâche à accomplir pour 4 de vos personnages. Ils doivent démontrer l'effondrement à venir. Et donc sur cette notion d'effondrement, vous y semblez relativement attaché, que ce soit l'intrigue de départ, de démontrer l'effondrement à venir, jusqu'à finalement l'effondrement des personnages au fur et à mesure du récit, l'effondrement de leurs rêves, de leur propre personne. On a presque l'impression que c'est finalement l'effondrement qui est le fil rouge principal de l'histoire. C'est sûr que mes livres ne sont pas des feel-good, comme on dit. Mais je voudrais faire attention, je voudrais juste préciser, parce que cette notion, dès que c'est une espèce de mot comme ça, chiffon rouge, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais dire à un personnage qui est important dans le bouquin, il dit l'effondrement, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. C'est pas, d'ailleurs, le rapport Meadows était un livre extrêmement scrupuleux, qui était écrit tout sauf par des agitateurs ou des cartomanciens c'était pas des hurluberlus, c'était des scientifiques extrêmement sérieux et qui avaient mis le précaution de langage dans leurs travaux et qui disaient d'abord, ça n'est pas un processus qui se passe de partout en même temps, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas
voilà, c'est pas Armageddon avec Bruce Willis. C'est un processus qui peut se dérouler de façon décalée selon des zones géographiques. On peut estimer que certains endroits seront plus ou moins préparés. Et donc, ça n'est pas, ça n'est pas quelque chose qui serait une sorte de caricature. C'est pas le livre de Saint Jean, c'est pas le livre de l'Apocalypse, pas du tout. Bon, c'est un mot effrayant, mais dans effrayant, il y a revigorant aussi, je crois. C'est un mot qui donne une claque, c'est un mot qui peut peut-être dessiller certaines personnes. Et c'est une perspective qu'on peut décider. En fait, l'effondrement est une tragédie lorsque vous n'y êtes pas préparé. C'est ce que disent toutes les personnes sérieuses qui travaillent sur ces questions. Donc, c'est ce que dit Olivier Hamon quand il travaille sur la robustesse. C'est ce que disent tous les... ce que disent aujourd'hui les auteurs encore, ceux qui sont encore vivants du rapport Meadows. C'est dire, bon, contrairement, quand vous les écoutez leurs interviews aujourd'hui, ils disent, bon, en 72, il y avait plusieurs possibilités. Certaines n'existent plus parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Mais en revanche, ce qu'on peut toujours faire, c'est la fameuse idée de résilience, c'est être préparé. Et quand les choses sont préparées, quand on n'est pas surpris, quand des choses sont anticipées, elles ne sont pas forcément, enfin, elles peuvent être gérées de façon plus acceptable. Donc c'est pas un livre, c'est pas un livre sur la fin du monde. C'est très important pour moi de le dire, c'est que quand vous écrivez un bouquin, les journalistes, ils font leur travail, ils font des titres un petit peu croustillants, et puis vous n'êtes pas mécontent, parce que si vous pouvez vendre votre livre, il sera lu. Mais j'ai eu pas mal de... Quand mon bouquin est sorti, des titres d'articles de revues de presse, de critiques, les prophètes, les 4 prophètes de la fin du monde, etc. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Et c'est important pour moi de le dire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelque chose presque dans les trajectoires de vie de mes personnages qui épousent ces courbes-là, quoi. Presque, si on devait modéliser la vie de mes personnages, bah oui, c'est vrai que c'est souvent des courbes comme celle des Meadows, mais c'est pas toutes les mêmes courbes, parce qu'il y a des personnages qui s'effondrent, il y a aussi des personnages qui ne s'effondrent pas. Beaucoup d'Américains, c'est des gens qui vont décider d'être des combattants, d'être des militants, de sacrifier leur carrière universitaire à cette carrière à laquelle ils n'étaient pas préparés, qui est une carrière davantage peut-être de lobbyiste, ou en tout cas de conférencier. Et ils le feront avec, bien sûr, une dose d'amertume, parce qu'il y a de l'amertume de ne pas être écouté, mais ils le feront jusqu'au bout. Et ils le feront en ayant aussi une reconnaissance tardive de leurs travaux. Ils le feront en s'apercevant que parfois, là où il est très difficile de faire bouger les choses en grand, ils vont réussir à avoir quelques victoires sur des choses, des combats extrêmement spécifiques. Je ne crois pas avoir écrit un livre qui est seulement qui serait qu'un livre désespérant. Ça ne m'intéresserait pas de le faire. Et au fond, pour moi, ce qui est réellement désespérant, c'est l'autruche. Ce qui est désespérant, c'est de regarder à côté. C'est l'inertie. Et si ce livre, il peut, pour quelques lecteurs, être un moment comme ça, une forme de claque, comme l'a été pour moi la lecture du rapport originel, le rapport Meadows, et moi je me dis tant mieux. Alors justement, j'allais y venir. L'effondrement n'est pas une fin en soi dans votre roman, que ce soit l'effondrement écologique, social, existentiel, puisque c'est une expérience intime presque de vos personnages, mais c'est presque une révélation pour chacun d'entre eux. C'est presque comme si pour certains, l'effondrement amenait peut-être presque à une forme de commencement. Oui, c'est une expérience intime. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, que je voulais écrire, c'est justement de montrer des scientifiques qui sont aussi des êtres de chair, qui sont affectés très émotionnellement par ce qu'ils découvrent. Ce n'est pas des êtres décharnés. Et
et bon, c'est pour ça que je crois que j'aime beaucoup écrire sur l'université. Mon précédent bouquin était déjà dans un contexte universitaire. C'est d'imaginer le scientifique comme personnage, voilà, de le faire descendre de sa chair avec un E à la fin, et de le montrer aussi comme personnage très traversé par des choses contradictoires, qui peut connaître la colère. Et d'ailleurs, on a un moment historique intéressant. On voit les scientifiques signes des temps, signes qui ne sont pas entendus, sortir de leurs réserves, faire des sittings, se faire s'allonger par terre dans la rue, aller dans des endroits où ils n'allaient pas nécessairement. Et donc c'est presque un personnage qu'a produit notre époque, celle du scientifique militant, et que je voulais raconter, qui a sa noblesse aussi, qui a sa beauté. Et c'est vrai que chacun des personnages, ce qui m'intéressait, c'est de voir le décalage entre le moment où vous avez la connaissance d'un constat très chiffré, et au moment où ça se transforme en quelque chose qui vous prend aux tripes. Et c'est pas forcément le même moment. D'ailleurs, la preuve que c'est pas le même moment, sinon on serait tous, de cette façon, éco-anxieux au dernier degré. Et on voit bien qu'il y a une différence entre savoir et ressentir, entre avoir une connaissance et vraiment la prendre en charge. Okay. Et donc, ils traversent pas ce moment au même moment. Enfin, ils le traversent tous à des moments différents de leur vie. Celui qui va le traverser, en tout cas de façon sans doute le plus fort, de la façon la plus spectaculaire, c'est le Norvégien, où lui, ça va presque se transformer comme une nuit de la foi chez les mystiques, enfin, quelque chose qui va le foudroyer, qui se transforme en vision. Et donc, il en résulte une forme de folie chez ce personnage, mais cette folie à tout prendre, et c'était aussi quelque chose qui était très important pour moi dans ce livre, c'est-à-dire cette folie, est-ce que c'est ça la vraie folie ? Non, parce que au fond, la vraie folie, c'est celle qui consiste à ne pas regarder. C'est un bouquin qui répondait à une question, c'est qui sont les fous ? Est-ce que les fous, c'est ces écologistes radicaux des années 70, qui pour certains étaient extrêmement radicaux, même dans leur mode de vie, avec un côté très marginaux. Je pense à tous les grands penseurs de l'écologie radicale de cette époque, Ivan Illich, Grothendieck, qui m'a beaucoup inspiré. C'est des gens qui ont pu être traités de fous, parce que il vivait, Grothendieck, à la fin, il vivait tout seul dans une cabane. Il avait des rapports très conflictuels avec les gens. Mais au fond, peut-être que notre époque, elle les réhabilite, et qu'aujourd'hui, on peut se dire, les fous, c'était les gens qui avaient l'air très raisonnables, apparemment, qui travaillaient pour Total Fina, et qui venaient dire, attendez, on va pas non plus tout changer, soyons raisonnables, on ne va pas raser gratis, la croissance, c'est important, c'est le carburant de nos sociétés, ne tirons pas des conséquences excessives de ces travaux. C'est très intéressant ce que disent les Meadows et consorts, mais reprenons nos esprits. En fait, c'est peut-être ça la folie. C'est ce que j'essaie de dire dans mon bouquin. C'est qu'il y a une phrase de Kenneth Boulding, qui est un penseur de l'époque, qui a cette phrase géniale que je mets dans le bouquin, où il dit toute personne qui croit à une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou ou un économiste. Et tout est dit. Les fous, c'est peut-être ceux à qui on a remis des prix Nobel d'économie jusqu'il n'y a pas si longtemps, parce que je pense à William Nordhaus, qui était le principal détracteur des Meadows, qui a reçu le prix Nobel en 2018, et qui est quelqu'un qui a fait énormément de mal. Quelqu'un qui disait, mais surtout, laissons le marché s'occuper de ça, on va un peu bricoler à la marge, on va faire des droits, des permis à polluer, mais surtout, ne commençons pas à tout changer. C'est peut-être ça aussi la folie, c'est peut-être plutôt ça. Et vous l'avez mentionné, justement, ce personnage, ce Norvégien. Il y a une formule que j'ai beaucoup aimée dans votre livre. À un moment, ce personnage dit qu'il a entendu le bruit de l'effondrement. Qu'est-ce que ça pourrait être, le bruit de l'effondrement ? Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, le bruit de l'effondrement ? Alors lui, c'est ce personnage-là, hein, c'est des visions, pour le coup, d'apocalypse, très clairement. Mais je dirais que de façon plus classique, quand je parle d'expérience intime, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, et que d'ailleurs beaucoup font. C'est ce moment où, ce que je mets dans le livre, à un moment donné, il y a un personnage qui dit, c'est ce moment où, quand il voit un objet manufacturé, par exemple cette bouteille en plastique,
il ne peut pas s'empêcher de penser à toute la vie de cette bouteille, à tout ce... alors, bon, en l'occurrence, je ne sais pas quelle marque a été fabriquée pas très loin, mais quand il voit un objet manufacturé, il voit comme l'odyssée de l'objet, le porte-conteneur à Shanghai, la traversée, l'acheminement en camion, et cette espèce voilà, derrière un objet en plastique, il voit les milliards d'objets en plastique, et donc il y a quelque chose comme ça d'une expérience alors qui est un bruit, ou en tout cas des images, qui à la fois qui est bien sûr pas facile à vivre, mais qui est nécessaire. Je pense que j'aime pas trop ce terme de conscientisation, je trouve que c'est pas un très joli mot, mais en tout cas si elle doit prendre cette prise de conscience que chacun peut avoir, elle passe forcément, je crois, par des choses assez physiques, des images, ça peut pas être qu'une connaissance livrée, ça peut pas être qu'une connaissance, ça reste au stade de la connaissance, et ben ça ne vient pas, ça vient pas vous bouleverser. Après, chacun peut avoir son... Voilà, certaines personnes vont lire de la science-fiction, vont être touchées par un rapport scientifique, au contraire par un film, ou par une interview, par une figure. Il y a parfois des figures comme ça qui seront votre chemin d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Et voilà. Vous avez également choisi de nous communiquer un autre extrait, un extrait de La France contre les robots de Georges Bernanos, publié en 1947. Je vous propose de le lire. Ça décape. Je le dis parce que c'est le ton très virulent et pamphlétaire de Bernanos, qui est un écrivain de l'invective, un écrivain très décapant. Donc il faut avoir ça en tête. 30, 60, 100 millions de morts ne vous détourneraient pas de cette idée fixe. Allez plus vite par n'importe quel moyen. Allez vite, mais allez où? Comme cela vous importe peu, imbécile. Dans le moment même où vous lisez ces deux mots, allez vite, j'ai beau vous traiter d'imbécile, vous ne me suivez plus. Déjà, votre regard vacille, prend l'expression vague et têtue de l'enfant vicieux pressé de retourner à sa rêverie solitaire. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagore et le dîner à San Francisco, vous vous rendez compte? Oh, dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lance-flammes pourront cracher leurs jets à 2000 mètres au lieu de 50, le visage de vos fils bouillir instantanément à leurs yeux et leurs yeux sauter hors de l'orbite, chien que vous êtes. La paix venue, vous recommencerez à vous féliciter du progrès mécanique. Paris-Marseille en un quart d'heure, c'est formidable. Car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbécile? Hélas, c'est vous que vous fuyez vous-même. Chacun de vous se fuit soi-même, comme s'il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Alors, elle est assez forte, cette expression de conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Comment est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de retrouver des puissances qui viendraient nourrir cette vie intérieure pour ne pas céder, et qui viendraient aussi un peu nourrir nos subjectivités? Oui, c'est un texte, je vais répondre à votre question, mais juste dire que c'est un texte qui, par certains aspects, est daté, mais moi que je trouve extraordinairement... cette dernière phrase, qui est la phrase phare de ce livre, La France contre les robots, elle est extraordinaire parce que je trouve qu'elle a une résonance aujourd'hui qui est décuplée et qui me laisse penser qu'on a vraiment là affaire à un visionnaire, c'est-à-dire à ces gens qui, en voyant une accélération de la technique, voient ses potentialités futures, parce que nous, avec nos yeux de 2025, on peut se dire... Au fond, 1947, la vie intérieure, elle était peut-être pas si. La vie intérieure, elle avait quand même des plages qui lui étaient, qui étaient sanctuarisées. On était loin de l'espèce d'apocalypse cognitive, pour reprendre les termes de Gérard Bronner qu'on vit aujourd'hui. Donc, et pourtant, cet homme-là, c'est comme si il sent la dynamique. Cette dynamique, elle est déjà enclenchée, celle de cette accélération du temps, de la technique. Il voit ce que ça a de
d'extrêmement de terribles destructeurs. Et quelle puissance, pour reprendre votre question, quelle puissance pourrait nous aider à récupérer cette autonomie-là, cette liberté-là, ce silence-là? Eh bien, c'est rien d'autre que nous. C'est ce qu'on décide. C'est-à-dire que autant, et ça c'est un sujet sur lequel je crois on peut être plus optimiste en tout cas que sur la question de l'écologie. Parce que la question de l'écologie, il y a, comme on le disait tout à l'heure, un monde physique qui va s'imposer à nous. Alors on peut décider bien sûr d'anticiper un certain nombre de choses. Bon, pour parler un peu concrètement de l'emprise numérique, puisque c'est de ça dont je veux parler évidemment, de l'emprise numérique sur nos vies, là, c'est vraiment une punition collective qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce que tout ça, ça ne répond à aucune nécessité. Et c'est ça qui est effarant. C'est ça qui est effarant, c'est que on a un train qui est qui est lancé à toute vitesse, et on monte dans ce train sans se poser la question de la destination finale, en se disant oui, mais il faut bien le prendre parce que mon voisin de devant l'a pris. Et là-dessus, je crois que c'est très très important que, parce qu'on vit au Luxembourg, en France, on est dans des démocraties, donc on peut quand même, si on fait de certains sujets nos priorités, ils deviendront les priorités de ceux qui nous dirigent. Et je pense que ce sujet-là, devrait être une de nos priorités, et quelque chose qui n'est pas une fatalité. C'est pas l'espèce de fuite en avant technologique, n'est pas un phénomène météorologique. C'est pas quelque chose, et c'est souvent présenté comme tel. Moi, je me souviens d'un patron de la tech il y a 1 an sur France Inter qui commence son interview. C'est au moment où Macron avait fait son grand plan pour mettre des milliards dans l'intelligence artificielle. Il a été presque abattu, c'est-à-dire qu'ils faisaient même pas semblant de trouver ça génial. Il disait oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut y aller. Et l'intervieweuse, Léa Salamé, pour ne pas la citer, disait mais alors dites-nous pourquoi c'est génial. Et il avait cette réponse extraordinaire. Il disait non mais l'intelligence artificielle, rendez-vous compte, par exemple quand vous voulez faire un goûter d'anniversaire pour votre fils et vous voulez faire une chasse au trésor, c'est très pénible de faire une chasse au trésor, et donc là l'IA va le faire à votre place. Donc il donnait un exemple absolument inhumain, sordide, puisqu'évidemment un enfant, la moitié de son plaisir humain, c'est de savoir que son père ou sa mère s'est cassé la tête à faire un truc imparfait qui est une chasse au trésor, avec des questions pourries et des indices, mais voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a terrifié. Et d'un autre côté, il est faux de penser que ces choses-là échappent à nos choix, et que ces choses-là ne peuvent pas être régulées, refusées pour une certaine partie. Ça, c'est un discours qui est en permanence asséné pour nous empêcher d'y voir là un espace de débat, un espace de débat démocratique. Et on le voit bien d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des choses qui commencent à se passer, des choses qui, il y a 10 ans, paraissaient inimaginables. Je ne sais pas quelle est la situation au Luxembourg, mais on voit en France tout à coup des choses où il est question d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Et on vous aurait dit ça il y a 4 ans, vous auriez dit mais non, mais ça c'est le sens de l'histoire, c'est comme ça. Et des gens comme Bernanos, des gens comme Jacques Ellul aussi, grand penseur de la technologie qui a essayé de s'en prendre toute sa vie à cette idée reçue de la neutralité technologique, cette espèce d'idée selon laquelle la technologie c'est ce qu'on en fait. On ne peut pas la critiquer en soi, elle n'est pas dangereuse. On voit bien que l'IA en a un exemple. Je dirais de façon plus... Même le smartphone en est un exemple. On voit bien que ces innovations technologiques, elles ne sont pas neutres. Elles influent sur leurs utilisateurs. Elles nous conduisent à en faire un usage délétère. 99% du trafic sur les smartphones, c'est débilitant, récréatif ou autodestructeur. On le sait. Et on peut choisir. On peut décider. Et là-dessus, moi, je suis pas du tout... je serais au contraire, je trouve que c'est revigorant d'écouter la voix de Bernanos qui nous dit mais reprenez cet espace de liberté. Reprenez ce temps de cerveau disponible que vous avez dégagé grâce au progrès, pour le coup, de façon extraordinaire, sans précédent dans l'histoire, depuis 70 ans, qui a permis aux gens qui avaient des vies asservies, un certain nombre de gestes quotidiens, tout à coup, d'avoir du temps, d'avoir des loisirs, d'avoir des journées qui ne se terminaient pas épuisées à 21h, ce trésor-là, vous l'avez immédiatement
caché en le remplissant de saloperies. Parce qu'il faut emmener dire les choses. Et ben ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas céder au désespoir, surtout pas. Merci beaucoup. Alors on va maintenant passer à un personnage dont on a quand même commencé un petit peu à le mentionner, qui est un peu le 5e personnage de l'histoire, qui s'appelle Rudy, qui n'est ni militant ni prophète, mais un journaliste un peu désenchanté et qui se retrouve malgré lui à enquêter sur l'héritage du rapport Meadows 50 ans après. Alors il est décrit dans votre livre comme un peu dépressif, qui vient d'une forme de tiédeur confortable, tout en sachant plus ou moins que l'urgence écologique est là. Vous avez dit que vous vous identifiez à lui, et moi, à la lecture de votre roman, je me suis aussi dit, est-ce que finalement, Rudy, c'est pas un peu nous tous ? C'est vrai, c'est un personnage qui représente ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de personnes, c'est-à-dire quand même, aujourd'hui, une conscience de certains enjeux donc liés à la destruction de l'environnement, au réchauffement climatique, et qui reste dans une sorte espèce d'apathie. Et j'ai mis beaucoup de moi là-dedans, et j'ai mis ce qui a été aussi un petit peu ma trajectoire personnelle, c'est-à-dire j'ai certainement pas été climato-sceptique, mais j'ai été longtemps une forme de aussi d'inculture, quoi. C'est-à-dire c'est un sujet qui m'ennuie, et puis tout à coup, il y a des lectures, des choses qui font que vous arrivez à penser que c'est peut-être la mère de toutes les batailles à venir, enfin la mère de toutes les crises, la crise qui est au-dessus de toutes les autres. Et ça se fait par... c'est un truc que j'aime bien faire dans les bouquins, c'est comment se forge une opinion. C'est un truc assez intéressant, pourquoi on en vient à penser quelque chose et pas une autre, comment se forge avec les années une conscience sur tel ou tel aspect. Souvent, quand vous écoutez des gens dans les débats politiques, c'est considéré peut-être comme pas intéressant, enfin considéré comme on a l'impression que les gens sont nés, puis c'est très important pour les gens de dire moi j'ai toujours pensé ça, je suis né dans ce milieu-là, et voilà. C'est aussi intéressant d'essayer de décortiquer la généalogie d'une pensée, quoi, individuelle, de pourquoi quelqu'un va... Ouais. Donc c'est ça ce personnage. Alors, je vais rebondir justement sur la question de la formation des opinions. Je le lisais tout à l'heure quand j'ai lu un extrait de Cabane. À un moment, il y a ce personnage, le professeur, qui dit que le bon sens ne craint pas ce qu'il ne peut pas se représenter. Et il y a de plus en plus d'appels, je pense notamment à l'écrivain et professeur Rob Hopkins, à se représenter ce futur, le futur, mais comme un futur qui serait désirable afin de pouvoir l'envisager. Je me rappelle d'une interview où il disait que l'humanité était très douée pour représenter son extinction à travers tout un tas de blockbusters et de romans de science-fiction, mais qu'elle était beaucoup moins capable d'imaginer un monde futur dans lequel finalement on s'en sort. Est-ce que vous pensez que justement faire des représentations d'un monde futur où on s'en sort, ça pourrait permettre de redonner un peu de bon sens à l'humanité ? Moi, j'ai quand même le sentiment que, contrairement à ce que dit cet auteur, qu'il n'est pas si facile de se représenter les problèmes, et que d'anticiper en se représentant une issue favorable de tous les problèmes qu'on vient d'évoquer sans se représenter d'abord les problèmes, ça peut conduire plutôt à l'inertie, encore l'inertie, quoi, Donc après, voilà, je crois que c'est important, de ce que je disais tout à l'heure, de se dire que tout ça tous ces chaos à venir peut sortir de l'émancipation, peut sortir une sorte de comportement plus vertueux, de vie plus libérée, peut-être de vie intérieure à nouveau riche. C'est important, bien sûr, de pouvoir imaginer ça. Ensuite, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce livre, au début, je voulais écrire un livre de science-fiction, une dystopie. Donc, j'imaginais une France après
une forme d'effondrement, mais plus dans une lignée un peu inspirée de Cormac McCarthy, La Route, donc franchement apocalyptique. Et ça m'avait conduit à me dire, moi, si j'écris ce bouquin-là, est-ce que je dois écrire le monde d'après ? Et c'est vrai que c'est difficile. Je n'ai pas de réponse trop à vous donner à votre question. Quelqu'un qui l'a fait, je l'ai récemment préfacé, c'est Barjavel dans Ravage. Son monde d'après, c'est peut-être ce qu'il y a de moins convaincant dans le livre, parce que ça ressemble à une sorte de truc un peu New Age, d'ailleurs, assez franchement réactionnaire. Et donc, oui, bien sûr, raconter les mondes d'après, mais peut-être avant de faire ça, essayer de voir aussi, de voir la situation dans laquelle on est. Ça me paraît prioritaire, en fait. Alors, on est pris par le temps et on arrive bientôt au terme de cet entretien. Pour conclure, Abel Quentin, je vais vous poser la question qu'on pose à chacun de nos invités. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer de naviguer et d'affronter le monde ? Alors, je vais interpréter ça avec un grand D, c'est-à-dire pas demain, parce que c'est un programme essentiellement ferroviaire pour moi, mais retour en France. Demain, moi j'écris, c'est ce que je fais, c'est mon mode d'expression, et donc je continue à écrire. Et bien sûr, je peux pas. Tout ce qu'on a dit ce soir, enfin ce sujet-là, c'est pas un sujet parmi d'autres. C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre derrière vous en disant, moi j'ai fait un livre sur l'effondrement et puis next, quoi. C'est évidemment pas possible. D'un autre côté, pour moi, c'est aussi important d'écrire d'écrire d'autres livres. Je veux pas être prisonnier de ça, parce que d'ailleurs, j'ai pas vraiment à m'en justifier. C'est comme ça, j'ai envie d'écrire sur d'autres sujets, mais c'est certain que ces réflexions qu'on a conduites ce soir, moi, ça. Il y a une partie de moi qui voudrait peut-être à un moment donné écrire un essai sur la question. C'est de savoir aussi quelle est enfin, moi, c'est les questions que je me pose, de savoir comment aborder ces sujets-là. Est-ce que, pour l'instant, j'écris des romans, mais je ne m'interdis pas de me dire qu'à un moment donné, un essai un petit peu court et percutant pourrait être une façon pour moi de m'exprimer sur le numérique, par exemple, sur l'IA. On a hâte de le lire. Merci beaucoup, Abel Quentin. Merci également à l'Institut Pierre Werner de nous avoir reçus ce soir au Luxembourg. Et je remercie également notre producteur Radio et nos partenaires Collatéral, la Gaîté Lyrique à Paris, les Champs Libres à Rennes et le service culturel de l'Université Rennes 2. Merci beaucoup. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Champs Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.